Merci de m'avoir invité à cette réunion. Tout d'abord, je souhaite remercier l'Académie ainsi que la Fondation. Je vous remercie de cette invitation. Je vais vous parler de questions liées au diagnostic en laboratoire par rapport à la dengue. Je vous parlerai aussi des tendances générales dans la population indienne. La dengue en Inde est transmise essentiellement par Aedes aegypti. Albopictus n'est pas perçu comme un des vecteurs habituels de la transmission de la dengue, tout au moins dans le nord de l'Inde. Il y a quelques indications que ces autres vecteurs peuvent jouer un rôle dans le sud, dans la transmission de la dengue, du chikungunya, mais le vecteur principal, c'est l'Aedes aegypti. La transmission est saisonnière dans le nord notamment, d'où je viens, c'est-à-dire à Delhi. La transmission a lieu surtout pendant le mousson, c'est-à-dire du mois de juillet jusqu'au mois de septembre ou d'octobre. Et le pic est atteint au mois d'août ou de septembre. La situation est différente au sud. En Inde du Sud, ce qu'on voit, c'est que la dengue existe toute l'année. Il n'y a pas de gros changements de température ou d'hiver. Il n'y a pas beaucoup de pluie selon la saison en dehors des moussons. Donc c'est un petit peu différent dans le sud. Il n'y a pas de cycle sylvatique en Inde comme en Afrique. Il y a un cycle avec les singes et les moustiques en Afrique, mais en Inde, c'est uniquement moustiques-hommes. Cela veut dire, en gros, que le virus doit survivre en dehors de la saison de transmission. La moustique doit arriver à survivre malgré l'absence de pluie. Dès le début des grandes pluies, le virus se réactive. Regardez l'incidence de la dengue en Inde depuis quelques décennies. Comme vous le voyez, il y a un pic important en 1996. C'est la première fois que nous avons observé une véritable flambée. Delhi a été fortement atteint cette année-là. Et regardez le nombre de décès en rouge. Vous allez voir que le nombre de décès était très élevé pendant cette flambée en 1996. Quand on avance, on constate que le nombre de décès diminue. Pour la raison qui a déjà été expliquée par d'autres orateurs, nous avons maintenant une meilleure prise en charge de ces patients. Nous avons davantage d'expérience. Au début, on faisait des transfusions de plaquettes. Maintenant, on essaie surtout de maintenir un bon équilibre de fluides et on ne regarde pas uniquement les niveaux plaquettaires. Donc la prise en charge de ces patients a bien été améliorée. À partir de 1996, il y a eu des flambées presque tous les 2 ans. En 2003, il y a eu une flambée importante. Et puis ça change selon les ans. Le virus change, les pics change. Voilà les données en provenance de l'Inde et de Delhi. Dans nos données nationales, on voit une certaine variabilité. En 2015, comme l'a dit le Dr Sinha, nous avons eu une énorme épidémie partout dans le pays. Si vous regardez le cas de Delhi, en fait, il faut subdiviser la situation pour bien comprendre ce qui se passe. Pour Delhi, les chiffres sont plus élevés en 2010, en fait, et les chiffres diminuent pendant 2 ans, réaugmentent en 2013, et puis en 2015, il y a une augmentation subite.
C'est intéressant donc de subdiviser les chiffres et d'étudier chaque région. La section, le département de virologie chez moi comporte donc un laboratoire qui travaille pour le programme de contrôle des maladies vectorielles. On fabrique des kits de diagnostic en Inde et on fournit ces kits à différents laboratoires un peu partout dans le pays. Aussi, nous nous occupons de la formation, du renforcement des compétences et nous faisons le sérotypage et le génotypage des différents types de virus. On nous pose souvent la question, est-ce qu'il faut faire un diagnostic viral dans le cas de la dengue? Ce n'est pas important pour commencer le traitement du patient, mais c'est important en termes de surveillance. Pendant la saison de la dengue, pendant les moussons, il y a beaucoup d'infections, notamment avec le chikungunya, le paludisme, le typhoïde, les leptospirose, toutes sortes de choses qui, en général, se produisent pendant la saison des pluies, y compris la fièvre fluviale du Japon. Donc, il faut éliminer d'autres sources d'infection pour isoler les cas de dengue, d'où l'importance donc de ces tests. Aussi, il faut faire une surveillance épidémiologique et suivre les souches circulantes de dengue. Il faut donc effectuer tous ces tests. On fait un prélèvement de 2 ou 3 millilitres de sang dès l'apparition de la fièvre. Si la maladie dure moins de 5 jours, on fait un test modifié. C'est un PCR en temps réel. Ou alors, on essaie de détecter les antigènes. Mais si le test aux anticorps est négatif à 5 jours, on prend justement on fait une deuxième prise de sang. Donc, le test d'ELISA est le plus utilisé. C'est simple, c'est rapide. Il suffit de quelques heures pour avoir le résultat. Et un seul exemple positif indique une infection récente ou aiguë. La sensibilité et la spécificité sont très élevées. L'interprétation est un peu plus compliquée. À 5 jours, on détecte les IgM seulement dans 80% des cas. S'il n'y a pas d'anticorps au 5e jour, il faut refaire le test au bout de 2 ou 3 jours. C'est ce qu'on recommande. Ensuite, les anticorps restent dans le sang pendant 3 mois environ. Et chez la plupart des gens, au bout d'un mois, les niveaux diminuent, mais les anticorps persistent jusqu'à 3 mois. Même si l'infection est récente, le patient va être positif. C'est important. Il y a d'autres infections qui circulent en même temps. Et pour cette raison, si vous posez le diagnostic de dengue sur la base de l'IgM seulement, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de co-infection. Il peut y avoir eu de co-infection sur les 3 mois passés et le patient revient avec encore une autre infection. Le patient développe la dengue et puis revient avec autre chose, avec de la typhoïde, et tout pendant la même saison. Donc ce genre de choses complique la situation. Interprétation de l'ELISA. L'IgG, c'est quelque chose que l'on fait quand on étudie la séroprévalence. Ça, c'est le genre de données dont on a besoin. Il faut voir les niveaux d'IgG qui indiquent les infections passées. On peut utiliser les IgG pour différencier entre primo-infection et infection secondaire. S'il y a une infection aiguë, on peut détecter ainsi une première infection qui aurait eu lieu dans le passé avant cette deuxième infection. L'ELISA n'est pas forcément le meilleur test pour déterminer la séroprévalence. En fait, je soulève la question précédente posée après la présentation du Dr Salmon. Quel type de test faut-il effectuer? Le seul test qui va vous dire le type, le sérotype,
C'est le PRMT. Et le PRMT n'est pas un test simple. C'est un test exigeant car il faut avoir tous les 4 virus, il faut que ce soit fait en culture. Et en faire en grand nombre pourrait être problématique. Donc, on peut certes étudier la réponse immunitaire au vaccin. Il faut savoir combien d'échantillons il faut tester. Nous devons en effet garder des stocks connus contre les 4 virus connus. Il faut avoir les cultures nécessaires. Il faut tout mesurer. Il faut ensuite neutraliser avec le sérum du patient pour voir par rapport à quoi le sérum réagit. C'est un test compliqué. On a une certaine expérience en la matière, mais il va falloir étudier les chiffres. Diagnostic aigu, on a bien progressé depuis un certain nombre d'années. On peut donc diagnostiquer la maladie dans les 4 premiers jours de fièvre. C'est un test très utile. Il y a beaucoup de tests qui peuvent être effectués là où le patient est traité, mais ces tests sont moins sensibles et spécifiques que l'ELISA. Aussi, nous faisons des tests PCR, transcriptase inverse. Tous ces tests sont disponibles dans notre laboratoire. Avec le PCR, on peut déterminer de quel sérotype il s'agit. Dans le passé, nous avons identifié l'agent étiologique lors de la plus grande épidémie de fièvre hémorragique. C'était le type 2 de la dengue. Aussi, on a publié le premier rapport sur la co-circulation de plusieurs sérotypes de la dengue. Et on travaille sur les co-infections avec de multiples sérotypes de dengue, ainsi que la co-infection dengue-chikungunya. Voilà donc des tests importants que nous avons menés à bien. Cette diapositive concerne DELI et la circulation des différents sérotypes. Quand le sérotype change, il y a une épidémie, une flambée. En 2015, il y a eu une épidémie malgré le fait que le sérotype 2 était en circulation depuis 2013. D'après les données disponibles, on savait que c'était le type 2, mais on a fait un séquençage et une analyse et on a constaté qu'il y avait probablement certaines différences dans la lignée à l'intérieur du même sérotype. À l'intérieur du même sérotype, du même génotype, on peut trouver des changements, mais c'est ce qui se passe. On a étudié la littérature. Ce phénomène a déjà été rapporté plusieurs fois. Donc, un changement au niveau de la lignée complique encore l'histoire du vaccin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, certes, mais ce n'est pas simplement un changement de sérotype. Même, il y a un changement, il peut y avoir un changement de génotype à l'intérieur du sérotype et ça peut provoquer, semble-t-il, une flambée. C'est quelque chose que je souhaitais mentionner en passant. En 2016, il y a eu un retour en force du chikungunya à partir de la Réunion. Donc, c'est la partie sud de l'Inde qui a été infectée. Le virus a traversé l'océan. Même dans le nord, on a vu quelques cas. C'était surtout dans le sud. C'était vrai de 2016. Et cette année, on a été très occupés. On a testé presque 20 000 échantillons pour détecter le chikungunya. La positivité était de 56% à la fin du mois d'octobre. Et la positivité pour la dengue était très faible cette année, 6 à 8%. Autre question que je souhaitais aborder, si nous faisons un essai maintenant, en 1996, on a vu le type 2. Ensuite, c'est réapparu en 2013, le type 2. Donc, il y a eu un laps de temps important entre les deux épidémies. Est-ce que ce vaccin fonctionne vraiment contre le type 2 de la dengue? Car c'est le sérotype peut-être le plus répandu virulent.
On ne pense pas qu'il y aura beaucoup de type 2 dans les années à venir, dans les quelques années à venir. Donc, on ne va pas savoir si le vaccin fonctionne contre le type 2. De toutes les façons, il faut attendre l'AMM. Après, on décidera à quel moment mener à bien cet essai, quel moment sera le plus adapté. La séroprévalence, on a peu de données disponibles. Tout ce que j'ai trouvé concerne les épidémies. Pendant les épidémies aussi, les rapports nous montrent plus de 40 ou 50% de séroprévalence. Ça peut paraître surprenant, mais je n'ai pas trouvé d'autres références. Il y a un rapport d'une banque de sang, un autre d'une clinique, mais aucun de ces rapports ne montre une séroprévalence au-delà de 40 ou 50%. Je ne sais pas où nous en sommes. Il faut davantage d'études. Il faut faire une étude dans la communauté et selon les différentes catégories d'âge. Voilà quelques-unes de nos publications sur la dengue. Et merci de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez dit que on devrait faire un essai sur le vaccin, mais on sait déjà que ce vaccin marche le moins bien contre le type 2. Peut-être qu'il va falloir un autre type de vaccin contre le type 2. Oui, je suis entièrement d'accord. Il faut commencer à étudier ces 4 virus séparément. Il faudra étudier les différentes réponses immunitaires, peut-être avoir différents vaccins. Oui, le type 2 est clairement différent des autres. Donc, il faudrait le traiter séparément. Et puis, il y a une autre question. Il y a l'encéphalite japonaise qui circule dans certaines parties du pays, aussi dans la partie est de l'Inde du Nord. Et puis, il y a la fièvre du Nil de l'Ouest. Il n'y a pas que le Zika. Il y a ces autres virus qui sont présents dans notre pays. Oui, c'était un petit peu ma question aussi. Est-ce que vous pensez que le type 2 existe partout en Inde, car c'est un pays immense? Peut-être qu'il y a différents sérotypes selon les régions. Vous avez entièrement raison. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons certaines données nationales et ces données nationales sont différentes des données régionales. Donc certes, selon l'endroit dans le pays, on trouve différents virus et différents types. Ces données nationales donnent une idée du nombre de cas, mais on n'a pas de données par rapport au sérotype. Donc, le sérotypage, en général, est fait par des laboratoires individuels. Non, mais il faut éteindre le... faut que M. Misra éteigne son micro. No, you could think that as a... Eh bien, le sérotype varie en Inde et les sérotypes changent chaque année ou tous les 2 ans. La vaccination pourrait donc être utile, même si ce n'est pas efficace la première année, ça pourrait être utile après 2 ou 3 ans contre les autres types de sérotypes. Oui, en effet. Il va falloir traiter chaque région du pays séparément. Je ne sais pas si on a un vaste essai, si on aura vraiment un aperçu juste de la situation. Il faudrait faire des essais à Delhi et puis un autre ailleurs, etc., etc. Il faut justement tenir compte du sérotypage. Très bonne idée. Quand on fait l'étude, on va faire une étude multicentrique qui couvre par exemple le sud et ensuite le nord et puis les différentes régions.
et on va recueillir les données sur la séroprévalence avant de démarrer. Si la séropositivité est de moins de 50%, ça va être difficile d'obtenir l'autorisation de mener un essai. On dispose de très peu de données, c'est peut-être plus de 50%. Mais je n'ai trouvé que 2 ou 3 publications et ces publications-là parlaient de moins de 50%. Il y a une étude récente qui parle de 50 ou 60%. Dernier point. Nos autorités voudraient faire des essais en phase 3. Sanofi parle de phase 4. La phase 3 a déjà été faite dans certaines régions. Bon, la décision incombe aux autorités de régulation. Une phase 4 n'est possible que s'il y a un AMM. La décision du ministère, c'est qu'on est obligé de faire une phase 3. Il y a eu une autre demande de faire un essai phase 1. Donc, bon, on avance en tout cas.